là-dessus qui montrent que en fait, ça améliore les taux de complications chirurgicales. Mais ça, c'est plus du côté pré-chirurgical. De notre côté, c'est plus l'utilisation palliative qu'on va en faire qui nous intéresse, puis dont je vais parler un petit peu plus. Ça peut être installé un peu partout, en fait, entre le sphincter œsophagien supérieur puis le duodénum, puis à partir de l'angle, en fait, du côlon ascendant jusqu'à 5 cm de la marge anale. Puis on va revenir là-dessus. Et bas. Ouais. Le gros de la littérature, en fait, pour ce qui est bas, on parle vraiment de l'angle splénique, mais il y a quand même quelques auteurs qui rapportent des taux de complications puis de succès comparables avec le côlon droit, mais c'est une technique qui est beaucoup plus difficile. En fait, même les stents faciles à poser, ça demeure quand même une technique compliquée, d'après les gastro-entérologues à qui j'ai parlé, là, qui en font. Il y en a à Pierre-Boucher, puis il y en a à Saint-Luc. C'est deux que je sais, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, je sais que ça se fait à ces deux places-là. On n'en voit pas souvent. Non, c'est ça. Les patients qui arrivent avec des cancers, on n'en voit pas beaucoup qui ont des stents. Mais il était quand même, quand j'ai parlé au gastro-entérologue puis que je demandais, tu sais, qu'est-ce qu'il en pensait des stents, moi j'avais tout fait ma revue de littérature, puis j'étais curieux de voir dans la réalité comment ça se passait. Puis il n'était pas super enthousiaste, parce qu'il disait que c'est une technique qui est vraiment difficile, puis les taux de complications dans la réalité sont probablement plus élevés que ce qu'il y a dans les études, parce que les études sont faites dans des centres tertiaires avec des grands spécialistes qui ne font que ça. Puis il y a plusieurs auteurs aussi qui commencent à publier des lettres comme quoi il faut faire attention, en tout cas prendre ça peut-être avec un peu de prudence, ces chiffres-là, ces super beaux chiffres-là qui sont rapportés, que je vais vous présenter bientôt. Parce que nous, l'expérience qu'on a eu une patiente à domicile, puis son stent avait bougé, là, elle touchait au niveau du rectum, il a fallu la réhospitaliser parce que le stent avait migré là, spontanément. Ouais. Fait que, tu sais, c'est bon pour un temps, mais là, on ne savait pas trop comment agir avec ça. Tout à fait. Je pense qu'il n'est plus mon stent. Non, c'est ça, il sort, là. J'ai des images ici. Ça, c'est un stent qui a été posé au niveau de l'œsophage distal, en fait, de la jonction ésophagienne, gastro-ésophagienne. Donc, on voit à gauche qu'il y a une occlusion. On voit le liquide là, qui s'accumule, puis ensuite qu'il y a une petite lumière de rien qui passe. Puis après le stent, on voit que ça a vraiment ouvert la voie, puis que l'occlusion est relevée. Donc, les indications pour les stents ésophagiens, une occlusion maligne inopérable. On peut s'en servir aussi pour colmater des fuites, si on peut dire, donc fistule trachéo-ésophagienne ou une perforation. Au niveau œsophagien, ça va être pratiquement tout le temps des stents recouverts qui vont être utilisés. Ensuite, une récidive de cancer ou un patient qui ne peut pas recevoir de chimio-radio pour son cancer de l'œsophage. Ici, à gauche, vous voyez une image d'un patient qui a pris une gorgée barytée puis que le barium s'est ramassé dans l'arbre bronchique. Après l'insertion du stent, on voit que l'arbre bronchique n'est pas du tout coloré, donc le stent a vraiment réussi à colmater la fistule. Donc, les contre-indications, naturellement, si la maladie est curable, on ne veut pas mettre un stent parce qu'on va falloir l'enlever par après. C'est quand même difficile à enlever, aussi d'après le gastro-entérologue à qui j'avais parlé. Un patient qui est atteint d'une coagulopathie, si la sténose est près du sphincter œsophagien supérieur, il y a plus de risque de compression des voies respiratoires, plus de risque de complications, puis le patient aussi va être plus inconfortable. Donc, en général, on dit qu'il faut que ce soit plus bas que 2 cm du sphincter. Quand il y a un risque de compression des voies respiratoires parce que la masse est très, très volumineuse, ce qui peut être fait des fois, c'est mettre un stent à la fois dans la trachée puis dans l'œsophage. Comme ça, donc, on assure là, un passage des deux côtés. Les patients qui ont eu de la chimiothérapie récente, un patient qui a un mauvais pronostic à court terme, puis c'est sûr que s'il y a une occlusion plus bas, il faut penser à la régler elle aussi avant d'installer un stent au niveau de l'œsophage. Donc, les complications, ça, c'est une revue de littérature qui faisait un peu un résumé des taux de complications rapportés. On voit que l'échec technique au niveau œsophagien, c'est très, très rare. En fait, c'est une technique qui est facile à réussir, ou en tout cas qui réussit souvent. Puis, le succès clinique est aussi élevé. Ce qu'on va voir le plus souvent comme problème, c'est un déplacement, surtout avec les stents recouverts, comme on mentionnait, là, de 25 à 32 %.
Par contre, le déplacement des stents non recouverts, c'est de 0 à 6 comme vous pouvez voir un petit peu plus bas. L'envahissement tumoral, bon, pour les patients qui ont des stents non recouverts, encore là, ça va de 17 à 36 Puis les autres effets secondaires, on voit ou complications, en fait, on voit que c'est quand même rare, de l'ordre de 10 ou en bas même pour la plupart. Donc ça, c'est une image d'un stent qui a été posé à la jonction gastro-duodénale. Puis le petit stent que vous voyez comme perpendiculaire, lui, est dans les voies biliaires. Donc, au niveau plus bas, au niveau gastro-duodénal, les indications sensiblement les mêmes. Donc, fistule, une occlusion inopérable, s'il y a une récidive du cancer, là, aussi de l'anastomose. Puis les contre-indications, encore là aussi, ça se ressemble beaucoup. Mauvais pronostic à long terme, le moindrement que le patient est en sepsis ou qu'il y a une perforation, c'est pas vraiment des patients chez qui on peut intervenir. Comme je disais, le succès clinique est quand même très élevé. Hein. De l'ordre de 85 des patients qui, une fois que leur stent va être installé, vont avoir une diminution des symptômes d'occlusion. Ça a été comparé avec la gastro-jéjunostomie où le taux de succès clinique était seulement de 55 La durée médiane de survie du stent, si on peut dire, c'est 146 jours. Puis, quand c'était encore là comparé avec la gastro-jéjuno, les patients pouvaient remanger en général 24 heures après l'intervention, alors que c'était plutôt 9 jours avec l'approche chirurgicale. Les patients aussi, des fois, vont recevoir de la chimiothérapie après l'implantation du stent. Puis, il y a un pour et un contre. En fait, la bonne chose, c'est que le stent risque de demeurer ouvert plus longtemps. Par contre, si la masse tumorale rétrécit, c'est exactement, il peut se déplacer. Ça, c'est un exemple d'échec, en fait, de réocclusion du stent. On voit qu'à gauche, ils ont passé la genre de fibre fluoroscopique, ils ont coloré l'intestin distal, puis on voit que le colorant n'arrive pas à remonter au-delà de l'occlusion. Donc, ils ont installé un stent, puis ils ont fait un contrôle quelques semaines plus tard, où on voit que le stent est vraiment comprimé par la masse, puis que le produit de contraste a vraiment l'air de s'accumuler là, en amont de la tumeur. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait au niveau œsophagien pour les complications. L'échec technique peut-être une petite affaire plus élevée, mais c'est encore là le déplacement des stents non recouverts puis l'envahissement des stents non recouverts. On voit que tout ce qui est douleur abdominale, saignement, perforation, c'est très, très rare que ça arrive à ce niveau-là. Ça peut être un petit peu plus élevé, par contre, les perforations pour quand le patient a un cancer pancréatique. Encore là, quand on a comparé les stents avec la dérivation, le succès technique était comparable. Par contre, le succès clinique était peut-être un petit peu plus élevé avec les stents, sauf au prix de symptômes récurrents ou en tout cas de réintervention qui étaient plus souvent nécessaires avec les stents qu'avec la gastro-jéjuno. Seulement 1 des patients qui avaient eu la gastro-jéjuno ont eu besoin d'une autre intervention chirurgicale. La durée d'hospitalisation était aussi plus faible avec les stents qu'avec la chirurgie. Donc, les conseils qui vont être donnés aux patients habituellement après la mise en place d'un stent, du stent digestif haut, ça va être de rester à jeun seulement 12 heures après l'intervention. Ensuite, on peut commencer une diète faible en résidus. Les repas légers à 90 degrés, éviter le décubitus, puis les inhibiteurs de la pompe à protons vont souvent être prescrits d'emblée parce que les patients sont vraiment à risque de faire du reflux puis des ésophagites. C'est important que le patient s'hydrate beaucoup pour encore là éviter pour garder le stent perméable le plus longtemps possible. Puis c'est ça, les saignements vont être quand même fréquents, surtout au début pendant que le stent est en train de se placer dans l'intestin. Mais souvent, c'est des petits volumes, puis on n'a pas vraiment besoin d'intervenir. La douleur abdominale est en général très bien soulagée avec les opiacés. Maintenant, au niveau colique, c'est un peu les mêmes indications là, en pré-chirurgie versus palliatif. On suggère un pronostic d'au moins 30 jours pour installer un stent au niveau colique.
Puis encore là, les contre-indications, ça se ressemble, carcinomatose extensive, l'atteinte rectale basse là, dont je parlais pour les... En fait, non, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé ce matin. L'atteinte rectale basse, en fait, les stents peuvent être posés jusqu'à 5 cm de la marge anale. Puis il y a des auteurs qui rapportent que ça peut être mis même plus bas. Mais le problème avec ça, c'est que une fois installé, le stent va avoir tendance à s'ancrer dans la muqueuse. Puis si le patient développe du ténesme ou de la douleur, le stent ne peut pas vraiment être enlevé quand il s'est bien implanté. Donc on peut finir par nuire au patient plus qu'on l'a aidé. Donc en général, les spécialistes vont préférer garder une distance d'au moins 5 cm. Donc, les bénéfices, encore là, succès clinique très, très intéressant, là, de l'ordre de 85 % quand le stent est bien installé. Ça peut être maintenu plus que 6 mois chez 58 à 75 % des patients. Est-ce qu'il y a une amélioration de la qualité de vie? Ça n'a pas été suffisamment étudié, mais il y a une étude qui, à l'intérieur d'autres paramètres qu'ils étudiaient, ils ont évalué la qualité de vie, puis il n'y avait pas d'amélioration de la qualité de vie avec l'installation du stent, malgré le fait que ça réduisait les symptômes de ballonnement, puis que ça rendait l'intestin perméable à nouveau. Fait que ça, c'est un peu préoccupant, mais d'un autre côté, ça n'a pas été assez étudié. Les stents demeuraient fonctionnels 307 jours. C'est la médiane, là, naturellement. Puis la survie médiane était à 62 jours. Donc, au niveau du côlon, encore un peu le même pattern avec le taux d'envahissement tumoral qui, pour les stents non recouverts. Donc, NR, on voit que l'envahissement, c'était de l'ordre de 15 % contre 4 % pour les stents recouverts. Le déplacement qui était plus rare avec les stents non recouverts, 2 % contre 21 % pour les stents recouverts. Au niveau du côlon, en général, on va plus utiliser des stents non recouverts parce que le patient a souvent un pronostic plus faible qui fait que les probabilités qu'on ait à réintervenir sont plus faibles aussi. Le taux de perforation est d'environ 4 %, mais il y a une étude récente qui montrait qu'avec l'Avastin, le taux de perforation était vraiment beaucoup augmenté. C'était augmenté à quelque chose comme 17 % fait qu'il faut quand même avoir ça en tête là, si le patient est pour recevoir de l'Avastin. Puis, il y a une étude en Hollande qui a dû être arrêtée parce que ils comparaient les stents avec l'approche chirurgicale, puis ils se sont rendus compte que le taux de perforation était vraiment trop élevé avec les stents, puis ça a mis un terme à l'étude. Mais c'est la seule étude qui sort du lot comme ça. Donc, quand on compare avec la chirurgie, on voit que le succès clinique puis la sécurité, l'intervention, c'est à peu près comparable. Par contre, un séjour hospitalier qui est plus court avec les stents, puis il y aurait aussi moins de complications avec les stents, mais par contre, besoin de réintervenir peut-être un peu plus souvent. Il y a 2 études coût-bénéfice qui ont été publiées, en tout cas que moi j'ai retrouvées. Puis les 2 semblaient montrer un avantage. Une, quand on a comparé les stents avec la gastro-jéjunostomie, les auteurs voyaient qu'il y avait en fait une différence de coût de quelque chose comme 20 000 $. Puis en 2005, ils ont comparé avec la brachythérapie, puis ils voyaient que le traitement avec le stent sauvait 15 000 €. Donc, quand le stent est installé plus au niveau colique, les conseils aux patients, c'est sensiblement les mêmes. Peut-être moins important d'éviter le décubitus puis de manger à 90 degrés. Mais par contre, c'est très, très important d'éviter la constipation. En fait, il faut éviter la constipation à tout prix. Huile minérale, lactulose, puis les auteurs suggèrent même du polyéthylène glycol pour donc Laxadé ou Go-Lite pour éviter qu'il se forme un fécalome à l'intérieur du stent. On va prendre une petite pause pub. On va laisser l'ordinateur se... OK.
qui avait été diagnostiqué avec une occlusion maligne du côlon. Le patient a été opéré, c'était une lésion unique. C'est pas vrai, il y avait une lésion au niveau du côlon, mais aussi une lésion métastatique au niveau hépatique, puis il a été opéré pour les deux. Puis 2 ans plus tard, par contre, le patient s'est représenté avec, cette fois-là, par contre, une perte de poids importante, encore ces symptômes d'occlusion intestinale, mais beaucoup plus faible, beaucoup plus atteint, en fait, par son cancer. C'est un patient qui ne voulait pas avoir d'intervention trop agressive, puis qui voulait parce que là, c'était évident que le cancer était revenu, ça a été documenté au scan. Puis le patient préférait plutôt qu'on se concentre sur sa qualité de vie, mais sans intervention trop agressive. Donc, on va parler de pharmacothérapie. Peut-être un aspect du traitement qui n'est pas pharmacothérapeutique, c'est le tube nasogastrique. Je voulais juste glisser un mot sur le fait qu'on peut l'utiliser dans les premières heures de l'occlusion. Puis ça va rapidement soulager le patient. Il faut garder en tête que ça abolit le réflexe de toux, puis ça peut mener à différentes complications comme sinusite, otite, pneumonie d'aspiration, en plus d'être non esthétique puis encombrant là, pour le patient. Donc, vraiment visé, quand on l'utilise, c'est vraiment une utilisation à court terme pour laisser le temps aux autres modalités de traitement d'agir. On va parler des agents antisécrétoires, des corticostéroïdes, des prokinétiques, puis de l'hydratation. Donc, dans les antisécrétoires, les agents antimuscariniques comme la scopolamine, le Robinul peuvent être utilisés. Ça a été étudié en comparaison avec l'octréotide, qui est le sandostatin, où on a démontré en fait que l'octréotide était plus efficace puis avait moins d'effets secondaires. Par contre, ces molécules-là doivent quand même faire partie de l'arsenal parce qu'ils peuvent jouer de façon synergique avec l'octréotide pour permettre soit d'avoir des doses plus basses d'octréotide ou pour améliorer le contrôle des symptômes. Maintenant, l'octréotide, c'est un analogue de la somatostatine, qui est une hormone. En fait, c'est une neurohormone très importante au niveau du tube digestif, dans le sens que ça va augmenter la réabsorption de liquide, ça diminue la production de sécrétion, puis ça diminue aussi le péristaltisme. Donc, quand on regarde sur notre tableau qui mettait en relation la physio puis les symptômes, on voit que c'est 3 aspects majeurs là, physiologiques sur lesquels on peut jouer pour réduire les symptômes. Donc, initialement, quand on a essayé d'administrer de la somatostatine aux patients atteints d'occlusion, le traitement était efficace pour réduire les symptômes. Par contre, la somatostatine a une demi-vie très courte, de sorte qu'il fallait l'administrer en perfusion IV. Puis, quand le traitement était interrompu, il y avait un effet rebond avec augmentation de crampes, de sécrétion puis de symptômes liés à l'occlusion. L'octréotide vient comme un analogue de la somatostatine avec des qualités comme une demi-vie qui est beaucoup plus longue et pas d'effet rebond à l'arrêt du traitement. En plus, ça peut être administré de façon sous-cutanée, donc c'est un gros avantage pour l'utilisation à domicile. Ça a été documenté dans plusieurs études, dont 2 que je trouvais particulièrement intéressantes où ça améliorait. En fait, les symptômes puis l'état général étaient globalement améliorés chez 56 puis 44 des patients. Ça a été aussi démontré plus efficace que la scopolamine, comme je le disais tantôt. Puis ça a été étudié aussi plus en chirurgie pour diminuer les sécrétions puis la distension en préopératoire. Donc, une étude qui a été publiée récemment, là, en 2010, sur 49 patients. C'est une étude prospective, mais seulement descriptive. On n'a pas comparé avec d'autres molécules sur différents cancers, soit digestifs ou gynécologiques, puis autres aussi, qui montraient à peu près les mêmes scores. C'est des patients qui ont survécu en médiane 25 jours, mais 56 des patients avaient vu une amélioration de la qualité de vie. Qui est quand même un endpoint important pour nous. Puis on voit que la plupart des symptômes liés à l'occlusion étaient aussi améliorés chez ces patients-là. Un autre élément intéressant de cette étude-là, c'est qu'il voyait que les résultats que vous voyez plus haut étaient maintenus au 14e jour.
Donc, il y a deux formulations pour l'octréotide. La courte action qu'on va habituellement utiliser avec des doses de départ de l'ordre de 50 microgrammes 3 fois par jour en sous-cutané. C'est un médicament qui est très, très bien toléré. Les études montrent une efficacité avec des doses de l'ordre de 300 à 900 microgrammes par jour, mais il y a des auteurs qui sont allés jusqu'à 3600 microgrammes par jour, puis il n'y avait pas vraiment plus d'effets. En fait, il n'y avait pas plus d'effets secondaires qu'avec les petites doses, puis il n'y a aucun patient qui a abandonné le traitement à cause d'effets secondaires causés par l'octréotide. Il existe aussi une formule longue action qui permet d'être administrée seulement une fois par mois. C'est avec la longue action, le plateau apparaît après 2 semaines de l'injection. Donc, souvent, il faut continuer avec des courtes actions pendant 2 semaines avant de considérer que le plateau est atteint avec la longue action qu'on a administrée. Donc, comme je disais, les effets secondaires, c'est très, très minime, tous en bas de 10 %. Il y a des rapports de cas de thrombopénie. C'est sûr qu'en soins palliatifs, c'est rare qu'on va aller le chercher, là, le documenter. Donc, petit quiz octréotide. Pour 4 semaines d'octréotide, 50 microgrammes, SCUT-TID, à main levée, qui pense que ça, c'est des chiffres de 2009 quand même, ça a peut-être augmenté, là, mais à main levée, qui pense qu'un traitement de 4 semaines serait 98,22 $. OK. 2,84 et 87. OK. Puis 419 et 16. Puis aucune de ces réponses, le restant, j'imagine. OK. En fait, la réponse, c'est 419. Puis quand on regarde pour des doses similaires d'octréotide longue action, le cours vient à près de 2000 $. Fait que, juste avoir en tête, ça va être utilisé, la longue action, particulièrement chez les patientes qui ont des néo-ovariens, puis chez qui on sait qu'il va y avoir un pronostic quand même de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pour la qualité de vie, ça vaut la peine d'éviter. Mais ça dure 4 semaines. Oui. Oui, 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 oui. Oui. La longue action, oui. C'est une fois par mois. C'est ça. Là, c'est parce que c'est pour 4 semaines. Oui, on fait l'injection. Une injection. Et l'injection, c'est pas pour un mois. C'est ça. On la donne à tous les mois, puis ça dure un mois. Ça revient à 2000 $ par mois. Une injection. Ouais. C'est ça. C'est comme du dépôt. Maintenant, les corticostéroïdes, un peu comme l'octréotide, sont intéressants parce qu'ils vont agir à différents endroits dans la physiopathologie. C'est un antiémétique connu, ça peut être un co-analgésique, puis il y a aussi une action anti-inflammatoire. À considérer quand on prescrit les corticostéroïdes, bon, on sait tous que là, ça peut être un facteur de risque pour développer une mycose, une irritation gastrique, le Cushing, plus rare peut-être dans notre clientèle. Mais moi, ce qui me préoccupe, surtout chez mes patients ambulatoires, c'est la myopathie proximale, donc faiblesse là, des 2 ceintures. Parce que je veux que mes patients restent ambulatoires le plus longtemps possible. Puis quand les patients commencent à développer une myopathie, des fois, ils deviennent cloués au fauteuil ou au lit. La myopathie proximale peut apparaître après seulement 2 semaines de traitement. Fait qu'il faut toujours être vigilant là, quand on lui prescrit les corticostéroïdes, de surveiller et s'assurer que le patient ne développe pas ça. Par contre, la plupart des auteurs, puis ce que je vous mentionne ici, ça vient d'une revue de littérature Cochrane, où on voit que dans le fond, les corticostéroïdes, on a avantage à les utiliser pour une courte période pour voir s'ils fonctionnent. Puis si on n'a pas de réponse, on peut les arrêter après 5 jours. Si on a une bonne réponse puis que les symptômes sont contrôlés, on peut ensuite sevrer progressivement les patients. Donc, on a besoin de traiter seulement 6 patients pour avoir une amélioration significative. Donc, c'est un excellent chiffre. Les autres avantages, c'est qu'à court terme, il y a peu d'effets secondaires. Puis, c'est facilement administré à domicile. Ça peut être donné en sous-cutané aussi pour les patients qui vomissent. Et c'est peu dispendieux. Dose de départ recommandée, là, ça, j'ai pas vu vraiment d'études pour le documenter, mais la recommandation d'experts était plus aux alentours de 8 mg sous-cutané par 24 heures. Et puis, comme je disais, donc, on peut les arrêter si on voit aucune amélioration après 5 jours. Décadron, pour vous donner une idée, en une journée, un 4 mg BID,
ça revient seulement à 3 et 22. Donc. Une autre classe de molécules qu'on peut utiliser, c'est les prokinétiques. Il faut y aller quand même avec prudence. Entre autres, sont contre-indiqués si on sait que le patient a une occlusion complète, parce qu'à ce moment-là, ça va juste augmenter le péristaltisme et les crampes inutilement. Par contre, ils peuvent aider à améliorer le transit. Fait que souvent, si c'est documenté soit par une étude de contraste ou autrement qu'il y a une certaine lumière, mais donc il y a encore un certain passage, on peut essayer du méthoclopramide cutané, puis essayer d'améliorer les symptômes avec ça. Ça a aussi un effet sur les nausées, donc ça peut être intéressant. Pour ce qui est de l'hydratation, encore là, ça varie avec le stade du patient où il en est dans sa maladie, mais pour le patient qui est plus en phase palliative, c'est clairement pas une mesure à instaurer de routine. Ça peut par contre être considéré chez des patients qui ont un statut fonctionnel quand même acceptable, comme les patients qui ont un Karnofsky à 50 et plus. Je vous rappelle que 50 % c'est incapable de travailler, mais besoin constant d'assistance. Et Le tableau à la fin, on agrandit, parce que la petite diapo ça peut être indiqué chez les patients qui ont un pronostic de 2 mois, de plus de 2 mois, ou chez les patients qui ont une maladie qui est lentement évolutive. Les possibles bénéfices de l'hydratation, on parle d'hydratation intraveineuse, hein? Ça peut réduire la nausée, ça peut réduire la somnolence ou la confusion. Il y a des études qui montrent moins de délirium chez les patients qui sont hydratés. Puis on sait que les opiacés en déshydratation ou en insuffisance rénale vont avoir tendance à donner des métabolites qui peuvent augmenter la confusion puis les symptômes de délirium. Donc c'est les possibles bénéfices à aller chercher. Par contre, encore là, il faut voir avec le patient qu'est-ce qu'il attend de l'intervention. Il n'y a aucune évidence dans la littérature que ça diminue la soif. En fait, ce qui est beaucoup plus documenté pour améliorer les symptômes liés à la soif, c'est d'avoir quelque chose dans la bouche, là, des glaces, des petites quantités de liquide, mais certainement pas l'hydratation, en tout cas. Puis, il faut voir aussi, faut voir un peu aussi avec le patient, est-ce que le patient qui entre en occlusion puis qui entre en délirium avec le patient ou plutôt avec la famille, est-ce que c'est souhaitable d'essayer de gagner 2 semaines de vie ou est-ce qu'on ne devrait pas axer sur le confort maintenant puis le laisser partir de ça? Ça fait quand même partie des choses à explorer. Quand vous dites 3 et 2, vous pensez que ça peut des choses sur Sous-cutané? Non, c'est ça. J'ai vu... Parce qu'à domicile, on le fait à l'occasion. C'est vrai? Bien, c'est ça. En fait, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est les études qui montraient... C'était pour les deux, mais c'était pas vraiment... distinguer entre sucute puis... je pense qu'il y a peu d'études juste sur l'hypodermoclise. Mais c'est le problème en soi palliatif. Hein? Donc ensuite... Oups, on a perdu l'écran. Mais vous avez vos... Bon, OK. Dans les antiémétiques qui peuvent être utilisés, car le symptôme principal, c'est les nausées, l'aldol est le premier choix. Avec les autres molécules comme le prochlorpérazine, le stéméthyle. Juste comme ça, encore là, à main levée, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu une dystonie aiguë chez des patients en soins palliatifs qui étaient sous neuroleptique? C'est rare, hein? C'est rare. Cogentin, quand même, si jamais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé plus avec des jeunes patientes qui étaient traitées avec du stéméthyle pour des migraines ou des choses comme ça, mais en effet, en soins palliatifs, c'est très, très, très rare. D'autres antiémétiques qu'on peut utiliser, les antisérotoninergiques, qui sont par contre beaucoup plus chers. Puis c'est rare qu'on a besoin de se rendre là parce qu'avec tout ce qu'on a mentionné jusqu'ici, habituellement, on arrive à très bien contrôler les symptômes. Mais ça fait quand même partie des molécules qu'on peut considérer quand on a des nausées réfractaires. Dans les autres antiémétiques, on parle du Gravol. La scopolamine qui peut être utilisée aussi, puis le timbre de Transderm V peut être intéressant parce que c'est des très, très petites doses de scopolamine. On voit c'est 1 mg qui est distribué en 3 jours comparativement aux doses qu'on donne souvent de 0,1 à 0,4 aux 4 heures. Donc, c'est des très petites doses avec souvent très peu d'effets secondaires. Les cannabinoïdes, je les ai mentionnés surtout parce que je pense que ce n'est pas la meilleure option en occlusion intestinale. Ça a souvent comme effet secondaire d'augmenter l'appétit.
Fait que chez le patient qui ne peut pas manger, c'est un peu ordinaire. Puis aussi, ils se font seulement de façon orale. Il y a le Sativex, par contre, mais qui n'est pas couvert, là, ou le cannabis inhalé. Mais encore là, je pense qu'avec les autres molécules dont on a parlé, en général, on arrive à bien soulager les symptômes. Juste mentionner que pour la douleur, les opiacés sont habituellement nécessaires puis efficaces. On peut aussi utiliser l'Imodium ou le loperamide si le patient est capable de prendre la nourriture. Bien, en tout cas, s'il est capable de prendre des médicaments Péros. Puis si les douleurs sont plus sous forme de crampes. Donc, finalement, un mot sur les apports Péros. Quelque chose qui peut aider au confort du patient, c'est de garder un estomac toujours, en fait, jamais vide ni jamais trop plein. Les patients peuvent prendre des petites quantités de liquide, mais l'idée, c'est vraiment d'y aller avec des très, très petites quantités, puis de les donner fréquemment, de l'ordre de 30 ml aux 15 minutes ou aux 30 minutes selon la tolérance. Les patients chez qui on va arriver à réduire les symptômes d'occlusion puis qui vont reprendre un peu de force, peuvent être tentés des fois de pousser un peu plus loin puis d'y aller avec les solides. Donc, il faut quand même les mettre en garde. Puis, si le patient va avec des solides, bien, d'y aller avec des très, très petites quantités puis espacer beaucoup les repas pour voir comment il les tolère, là, pour pas que ça revire mal. Donc, en résumé, pour les traitements et indications, l'approche chirurgicale va être réservée chez les patients qui ont un bon niveau fonctionnel, qui ont un bon pronostic, en tout cas un pronostic en général de 60 jours et plus. Puis ça va être aussi l'approche favorisée pour les atteintes du grêle moyen et distal, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres façons d'avoir accès à l'occlusion à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'approche endoscopique, on va viser un niveau fonctionnel qui est au moins moyen, un pronostic d'au moins 30 jours. Puis ça va être ce qu'on va peut-être favoriser si le patient a un site d'occlusion unique, mais qu'il y a des contre-indications à la chirurgie. Puis finalement, l'approche pharmacologique qu'on va garder pour les patients qui sont plus avancés dans leur maladie avec un mauvais pronostic ou des occlusions multiples, carcinomatoses, ascites, puis une progression rapide de la maladie. Donc, encore un petit tableau qui avait été publié par Ripamonti, puis qui fait un peu un résumé de la présentation. En fait, le patient qui se présente avec l'occlusion intestinale, on voit que la décision clinique va se baser sur plusieurs éléments. Qu'est-ce qu'on a comme investigation possible et pertinente? Qu'est-ce que nous dit la clinique? Qu'est-ce qui sont les facteurs propres au patient, ses désirs puis ses attentes? Les facteurs techniques aussi. Puis donc, initialement, identifier la cause. Puis, à travers tout ça, nous, c'est sûr que comme professionnels, on se fait une idée, puis on voit un peu les valeurs du patient, puis son état. Puis, il faut faire des recommandations, puis je pense qu'il faut prendre position aussi, puis bien expliquer, par contre, ce qui motive notre opinion, dans le fond. Puis, ça, c'était dans le texte, puis je l'ai laissé. Je trouvais que c'était un bon point, qu'il n'y a aucune obligation à recommander un traitement futile. Puis là, on voit avec les stents qui s'en viennent peut-être, mais que c'est pas parce que c'est possible de le faire que c'est nécessairement bon pour notre patient. Fait que je pense que la discussion est très importante, là. Et puis, donc, ensuite, la prise de décision avec le patient, vérifier sa compréhension, évaluer les risques, les bénéfices. Puis surtout, c'est un autre point que je trouvais intéressant, s'engager à assurer un suivi, peu importe l'option thérapeutique choisie. Moi, comme médecin de famille, je vois souvent des patients qui me mentionnent qui ont été abandonnés par leur spécialiste, abandonnés par leur oncologue. Puis dans le fond, c'est d'opter pour une option plus palliative, dans le fond. C'est pas, ou même si on réfère le patient ailleurs, c'est pas de l'abandonner. Puis je pense qu'il faut le mentionner parce que ça peut être perçu comme ça par les patients. Donc, il existe plusieurs interventions thérapeutiques, mais diagnostiques aussi, puis qui peuvent améliorer significativement le contrôle des symptômes et la qualité de vie. Par contre, pour choisir la bonne, ça prend une bonne évaluation. Puis, avec les soins appropriés, les patients en occlusion peuvent avoir une bonne qualité de vie, peuvent rester à domicile aussi jusqu'à la fin. Voilà, merci.